Cette histoire est arrivée il y a de cela 10 ans. À cette époque, Lim se faisait racketter son argent de poche tous les jours par des délinquants du quartier. Ils se rassemblaient toujours dans une allée et prenaient l'argent des passants. Mais Lim ne pouvait pas les éviter parce que cette allée était le seul chemin pour rentrer chez lui. Puis un jour, quand il en a eu marre et leur a dit qu'il ne leur donnerait pas d'argent, ils n'ont pas hésité à le tabasser jusqu'au sang. Lim est rentré en pleurs chez lui, incapable de supporter les bouffées de rage et de douleur qui le submergeaient. C'est là qu'il a pris sa décision. Il allait se venger. Tout ceci a commencé à cause d'un flyer qu'il avait trouvé dans la rue. Il y avait écrit dessus « Nous nous vengeons pour vous avec de la magie noire ». Lim les a appelés par curiosité et leur a demandé ce qu'ils faisaient exactement. Ils ont répondu qu'ils offraient leur service pour punir quelqu'un que l'on souhaite punir. C'est dans sa curiosité, il a fini par y aller, bien que toujours dubitatif. Lorsqu'il est arrivé et qu'il a poussé la porte, il est tombé nez à nez avec plusieurs faux squelettes grandeur nature. Soudainement, ils ont tourné leur tête vers lui et lui ont foncé dessus. Lim est tombé sur le dos sous le choc, et quand il est revenu à lui, les squelettes ne bougeaient plus du tout. Ils étaient parfaitement immobiles. C'était comme s'il avait été victime d'une illusion pendant un bref instant, mais ça lui avait paru bien réel. L'homme à l'intérieur lui a soudainement lancé « Ce que tu vois et ce que tu ne vois pas, les deux sont vrais. Ce que tu viens de voir est réel. » Lim a réalisé qu'il avait jeté un sort. Il s'est précipité vers lui, suppliant « Il y a quelqu'un que je voudrais punir. Comment faire ?» L'homme lui a alors tendu un papier, en lui disant qu'il ne prendrait aucune responsabilité des conséquences, peu importe ce qui arriverait. Lim lui a dit que ça lui convenait. Le papier avait une liste de monstres de laquelle il pouvait choisir. Ça commençait par des démons de basse classe. Mais il y en avait des dizaines de différents au total, y compris un chien à 3 têtes et un serpent à 5 têtes. Le coût d'invocation variait aussi d'un monstre à l'autre. À la toute fin de la liste, il y avait le dieu de la mort. Le coût de son invocation était incroyablement élevé. Lim a demandé d'une voix tremblante s'il était vraiment capable d'invoquer le dieu de la mort. Et l'homme lui a répondu « J'en suis capable, mais bien sûr, cela dépendra de lui de décider s'il veut emmener la victime dans l'au-delà ou non. » Lim a hésité pendant un long moment, jusqu'à ce que l'homme finisse par lui dire « Si tu ne parviens pas à décider, fais-en l'expérience toi-même. Je vais invoquer l'entité de ton choix ici pour que tu décides. » Lim a choisi un démon qui ressemblait à une gargouille. L'homme a marmonné une incantation, et après un moment, la pièce s'est soudainement obscurcie. Puis la voix assourdissante d'un monstre s'est élevée. Devant les yeux de Lim se tenait un gigantesque démon. La chose l'a attrapé par le cou et l'a soulevé dans les airs, en riant. Lim, grognant de douleur, n'arrivait pas à y croire. Le mage noir a alors dit en souriant « Je te l'avais dit, c'est réel. » Après un moment, la gargouille a disparu en fumée, et Lim est retombé au sol. Il a signé un contrat avec le mage sur le champ, et ce dernier lui a dit qu'il invoquerait le démon quand il le souhaiterait. Quelques jours plus tard, Lim a de nouveau croisé les délinquants rassemblés dans l'allée. Il s'est discrètement caché derrière eux et a appelé le mage noir. Le mage a chanté un sort, et presque immédiatement, l'allée est devenue noire. Puis les délinquants se sont mis à hurler. En regardant de plus près, Lim a vu que la gargouille les avait attrapés par le cou et les jetait frénétiquement par terre. Alors qu'ils essayaient de s'enfuir, rampant en panique, ils ont été piétinés par le démon et leurs corps ont été écrasés. Des cris et des gémissements suppliants ont résonné dans l'allée. Après un moment, des passants ayant entendu les cris ont appelé la police. Et quand ils sont arrivés sur les lieux, tous les délinquants étaient au sol, respirant difficilement. La police a supposé qu'ils s'étaient battus entre eux, même s'ils leur répétaient qu'ils avaient été attaqués par un monstre. Personne ne les a crus. Ils ont été emmenés par une ambulance. Lim a entendu dire que tous avaient des os brisés et des organes écrasés. Ils ont donc dû subir une opération. Ils ont aussi dû recevoir un traitement psychiatrique parce qu'ils répétaient leur histoire de monstre. Ils n'ont plus jamais remis les pieds dans l'allée après cela, et Lim ne les a plus revus. Il a été vraiment surpris que la magie noire ait été un tel succès. Il était ravi du résultat. Mais le plus excitant pour lui était que personne ne savait qu'il était derrière tout ça. Quand il était jeune, Kyle a exploré une maison abandonnée avec son ami Tyler. Ils étaient tellement excités à l'idée de pouvoir enfin faire de l'urbex qu'ils ont fracassé la porte d'entrée pour y accéder.
Mais dès qu'ils ont mis un pied à l'intérieur, Kyle a senti une odeur étrange qu'il n'avait jamais sentie de sa vie. D'où venait cette odeur au juste? Tyler a décidé d'explorer le rez-de-chaussée, et Kyle est monté au premier. Le premier étage sentait encore plus mauvais. Il a regardé autour de lui, et a fini par entendre une faible voix qui disait « Par ici !» Inquiet, il s'est avancé prudemment vers la pièce d'où la voix semblait venir. « Je suis là !» Il n'y avait plus de doute, la voix venait bien de là. Kyle a demandé si quelqu'un était là-dedans, mais il n'y a eu aucune réponse. Quand il s'est approché et a regardé à travers l'entrebâillement de la porte, il a vu le corps pourrissant à l'intérieur. Il a hurlé, mais il est quand même entré. Il n'y avait personne d'autre. D'où venait la voix alors? Soudainement, le corps a ouvert les yeux et a crié « Je veux vivre !» Le cœur de Kyle a failli s'arrêter. Ce n'était pas un cadavre, mais il n'arrivait pas à y croire. Sa chair se décomposait. Comment pouvait-il être en vie? La chose lui a soudainement sauté dessus et l'a étranglé. Kyle paniquait, l'a repoussé, et la chose est retombée sur le sol comme une poupée. Il s'est immédiatement enfui en hurlant le nom de Tyler, qu'il a rejoint complètement surpris. Ils sont sortis ensemble pour appeler la police. Un instant plus tard, ils étaient là. Ils sont entrés dans la pièce en question et ont crié qu'il y avait un cadavre. Kyle a nié, leur disant qu'il était vivant. Mais lorsqu'il l'a regardé à nouveau, il n'y avait aucun doute possible que c'était bel et bien un cadavre. Les policiers ont dit qu'il était mort il y a plusieurs jours. Kyle n'arrivait pas à y croire. Qu'avait-il vu dans ce cas? La police a récupéré le corps. Et à ce jour, Kyle n'a aucune explication à ce qui s'est passé. Les gens lui disaient qu'il avait eu une hallucination, mais ça avait été terriblement réel pour lui. La chose l'avait regardé droit dans les yeux, avec sa voix d'outre-tombe, et même l'odeur qu'il avait submergée quand elle lui avait foncé dessus, étaient tous vifs dans sa mémoire. Ça ne pouvait pas être une hallucination. Mais personne ne l'a cru. Il a fini par rentrer chez lui, déçu et confus, et a décidé de juste oublier ce qui s'était passé ce jour-là. Mais le soir même, en regardant son reflet pendant qu'il se lavait, il a été frappé par le choc. Sur son cou se trouvaient des marques de strangulation. Marco a toujours vécu dans le même petit village depuis sa naissance. C'était un endroit agréable pour tout le monde, mais apparemment, depuis qu'il était jeune, Marco a toujours pu voir des choses que la plupart des autres ne pouvaient pas voir. Il croit à ce qu'il voit, parce qu'il n'aurait pas été capable d'imaginer tout ça. Il n'avait pas le droit de regarder des choses effrayantes à la télé à cause de ses parents. Son village était en fait construit au-dessus d'un énorme cimetière. De plus, il y a eu plein de morts dans les rues, et même dans les maisons, pendant la guerre qui avait ravagé l'endroit 30 ans auparavant. Marco faisait constamment des cauchemars et entendait des voix, mais personne ne l'a jamais cru. L'expérience la plus effrayante qu'il ait vécue est probablement celle qui s'est passée pendant qu'il promenait son chien. C'était un basset hound, un gentil géant qui ne ferait pas de mal à une mouche. Marco vivait près d'une forêt où passait une rivière, et avec tout ce qu'il avait vécu, il n'était pas facilement effrayé. Pour arriver à la forêt, il fallait passer entre de grands buissons, sur un chemin qui longeait un bord de falaise. Ils se sont enfoncés plus profondément, jusqu'à l'endroit où se trouvait la rivière. Et pendant que son chien se promenait librement, Marco s'est assis sur un vieux bateau, qui semblait ne pas avoir été utilisé depuis des années, mais qui était tout de même solide. C'était une journée calme et sans vent, donc il a tout de suite entendu quand quelqu'un a marché derrière lui. Il s'est retourné, mais il n'y avait personne. Il n'y a pas prêté attention, se disant que c'était probablement un chat ou un autre petit animal. Un peu plus tard cependant, il a entendu quelqu'un dire son nom, d'une voix rauque et profonde. Ça ne semblait pas humain. Marco a violemment tourné la tête dans sa direction, et il a vu une grande silhouette humanoïde, sans tête, avec 2 yeux rouges qui se trouvaient au niveau de la poitrine. Il savait qu'il n'était pas en train d'halluciner, parce que son chien aboyait contre cette chose, ce qui n'était pas du tout dans son caractère, lui qui n'était jamais agressif. Marco s'est contenté de tourner la tête, faisant comme s'il n'avait rien vu. Généralement, c'était la technique qui fonctionnait le mieux quand il voyait des choses paranormales. Mais la chose a continué à l'appeler sans s'arrêter. Il a décidé de continuer à prétendre qu'il n'avait rien vu et convaincre son chien de s'en aller. Il s'est mis à marcher d'un rythme normal pour ne pas attirer l'attention. Mais la chose l'appelait non-stop. Il s'est retourné et a vu que son chien continuait de fixer là où se trouvait la créature et était vraiment aux aguets alors qu'il le suivait.
Quelques minutes plus tard, Marco a enfin aperçu la route, mais il avait toujours peur. Une odeur de pourriture l'a submergé. Un mélange d'eau pourrie et de sueur. Et soudainement, la chose a hurlé son nom. Marco s'est mis à sprinter vers chez lui, son chien sur ses talons. Quand ils sont enfin arrivés, il a verrouillé la porte et a jeté un œil par la fenêtre. La chose se tenait derrière un arbre devant la maison de ses voisins, puis a brusquement disparu. Marco était secoué et a attendu que ses parents rentrent pour leur raconter. Bien sûr, ils ne l'ont pas cru. Ils ne le croyaient jamais quand il lui arrivait ce genre de choses. Le lendemain, il est de nouveau allé promener son chien, en se disant qu'il allait passer par un autre chemin et rester près de chez lui. Mais dehors, il a vu la police devant la maison de ses voisins. À son retour, il a demandé à ses parents ce qui s'était passé, et ils semblaient vraiment choqués. Il s'est avéré que leur voisin avait poignardé sa femme, puis était tombé dans la rivière en fuyant, et s'était noyé. Il était mort juste avant que Marco y aille. Il s'est dit que c'était sûrement son esprit qui l'avait vu. Mais quelle était son intention dans ce cas? Lui faire du mal aussi? Lui dire d'aller chez lui pour voir ce qu'il avait fait? Marco n'a toujours pas résolu ce mystère. Mais au moins, ses parents le croient maintenant, quand quelque chose de paranormal se produit. Si vous voyez cette femme dans la forêt, ne la suivez pas. Cette histoire nous vient de Ryan. Dans le village où il vit, il y a une forêt profonde. Elle est connue pour des incidents, comme des gens qui se perdent ou disparaissent. Donc la plupart des gens évitent de s'aventurer trop loin dedans. Mais Ryan adorait les balades en forêt, et parfois s'enfoncer plus loin. Rien de terrible n'était jamais arrivé, jusqu'à ce jour. Comme les autres jours, il se baladait seul en forêt. Au milieu de la verdure, il a soudainement aperçu quelque chose de rose. Confus, il a regardé de plus près et a réalisé que c'était une femme portant une robe rose. Elle se tenait immobile, le regardant fixement. Au début, Ryan s'est dit qu'il devait halluciner. Que faisait une femme en robe aussi loin dans une forêt profonde? Il s'est prudemment approché et lui a demandé si elle avait besoin d'elle, observant son visage avec attention. Elle était incroyablement belle. Sans dire un mot, elle lui a fait signe de s'approcher davantage. Ryan était méfiant, mais il s'est tout de même avancé, en regardant autour de lui. Alors qu'il s'approchait, ses gestes sont devenus plus erratiques, comme si elle était sur avance rapide. Les mouvements de sa main sont devenus de plus en plus rapides. Quand Ryan s'est suffisamment approché pour la voir clairement, la femme a soudainement lâché un cri perçant, montant crescendo. « Attrapez-le » Au même moment, 4 hommes sont sortis des buissons et lui ont foncé dessus. Ils tenaient des cordes et des grands sacs. Ryan a hurlé et s'est enfui. Il a couru de toutes ses forces, leur échappant in extremis. Après un moment à courir, il s'est rendu compte qu'ils ne le suivaient plus, et il s'est dépêché de les signaler à la police. Son cœur battait à tout rompre de choc. La police et lui ont fouillé la forêt ensemble, mais les agresseurs étaient partis depuis longtemps. Quand ils sont arrivés à l'endroit où se trouvait la femme, ils ont découvert une cabane à côté. À l'intérieur, 6 hommes étaient emprisonnés. Ils n'avaient que la peau sur les os, et ils ont vécu en tant qu'esclaves pendant 7 années entières. Selon eux, la cabane appartenait à un couple de docteurs qui kidnappaient des hommes passant à travers la forêt et les emprisonnaient en tant qu'esclaves. Les victimes étaient forcées de faire toutes sortes de tâches dégradantes et avaient pour consigne de prétendre être morts quand on leur disait. S'ils n'obéissaient pas, ils finissaient ligotés et battus pendant toute une journée. Ils avaient vraiment vécu des années de misère et de tortures traumatisantes. La raison pour laquelle ils ne pouvaient pas se rebeller était qu'après les avoir enlevés, le couple les attachait pendant plusieurs jours et leur injectait quelque chose qui leur détruisait les muscles petit à petit. Après un moment, ils se retrouvaient faibles, incapables de se défendre physiquement. Apparemment, le but du couple était d'atteindre la 100aine d'esclaves. Après cet horrible événement, Ryan n'a plus jamais remis les pieds dans la forêt. Il ne sait pas si le couple a été arrêté depuis. Cela fait déjà 10 ans. Il espère qu'ils ont été arrêtés. Mais qui sait, peut-être qu'ils sont dans une autre forêt, où ils continuent leur horrible quête d'esclaves. Récemment, je me suis mise à faire des rêves très étranges. C'étaient des rêves à propos d'une femme qui rongeait les visages des gens avec ses dents.
Quand j'ai commencé à devenir exaspérée par ce rêve récurrent horrible, j'ai réalisé que ce n'était pas un rêve. Quand j'ai retrouvé mes esprits, j'ai réalisé que j'étais dans une cellule et qu'il y avait des gens autour de moi, la peau arrachée de leur visage, formant une scène horrible. Tous n'avaient plus d'yeux et tous étaient allongés au sol, gémissant constamment. L'un d'eux avait plusieurs parties de son corps sévèrement abîmées, comme ses avant-bras et ses cuisses. J'ai essayé de hurler devant ce spectacle atroce, mais ma voix n'est pas sortie. Pour une raison inconnue, je n'avais aucune énergie dans mon corps. Je ne pouvais bouger que mes yeux. Difficilement, j'ai effleuré mon visage avec mes mains et j'ai vérifié mon état. Heureusement, ma peau était toujours intacte. Après un moment, j'ai pu entendre la voix de quelqu'un dans le couloir. Combien il reste de visages? Plus que quelques-uns à manger pour moi. Dépêche-toi et trouve-moi d'autres jolies filles. En même temps que la voix, j'ai entendu quelqu'un s'approcher et mon cœur a commencé à s'affoler. En dehors de moi, il y avait 3 autres personnes avec leur peau toujours intacte. Ils se tenaient tous le visage, en pleurant. Puis une femme et 2 gardes du corps géants ont ouvert la porte et sont entrés. La femme s'est approchée et a regardé les personnes une à une pendant un long moment. Elle touchait leur peau avec ses mains et les reniflait. Elle m'a aussi regardé de près, puis a dit avec un énorme sourire: « Je devrais garder celle-là pour plus tard, mais cette expression me coupe l'appétit. J'aimerais mieux que tu pleures comme les autres. » En ricanant. Sa voix était aussi sinistre que celle d'une sorcière. Elle a hésité pendant des heures entre nous 4, et finalement, s'est approchée d'une femme et lui a mordu le visage. La victime a ouvert la bouche pour hurler, mais ce qui est sorti n'était qu'un faible souffle d'air. La femme s'est exclamée avec extase: « Je savais que ça allait être comme ça. C'est tellement moelleux. » Comme d'habitude, j'avais raison. Emmenez-la dans la salle d'opération et arrachez-lui les yeux. Les gardes du corps l'ont traînée dehors, et la cellule s'est de nouveau remplie des grognements douloureux des autres victimes. J'étais dans un état de choc total. Je n'arrivais pas à me souvenir de pourquoi j'étais là. Je ne me souvenais de rien tout court. Et cette nuit-là, j'ai refait un rêve. Des hommes m'ont fait une injection et sont partis. Puis après un moment, j'ai entendu des coups de feu, des cris et des pas lourds résonnant dans le couloir. La porte de la cellule s'est ouverte et la police a pénétré à l'intérieur. C'est là que je me suis réveillée. J'étais allongée dans un lit d'hôpital. Un homme s'est approché et s'est présenté en tant que détective. Il m'a expliqué que j'avais été emprisonnée dans ce cellier pendant 2 semaines et m'a demandé si je m'en souvenais. Je lui ai dit que je ne me souvenais de rien. Il a continué à parler. C'est vraiment une affaire horrible. Cette folle furieuse a mangé au total le visage de 7 personnes et diverses parties de leur corps. Vous avez été enlevé il y a 2 semaines et chaque nuit, il vous anesthésiait. Heureusement, les disparitions ont été signalées et grâce à l'enquête, on vous a trouvé. Vous êtes en sécurité. Je n'arrivais pas à y croire. Pourquoi cette femme aurait-elle fait ça? Puis une chose m'est venue en tête. Toutes les personnes dans cette prison étaient belles. Soudainement, une douleur insoutenable a explosé dans ma tête et mes souvenirs oubliés sont revenus. L'annonce de recherche de mannequin que j'avais vue. Quand j'étais tombée sur cette annonce extrêmement bien payée, j'y avais répondu et j'avais eu un entretien. Je ne me rappelle plus de rien après. Puis un long moment plus tard, le dernier souvenir m'est revenu. Lorsque je suis arrivée là-bas, j'ai rencontré la femme. Et elle a dit en me regardant: « Mon Dieu, prenez soin d'elle. Tout est à mon goût de la tête aux pieds. Je mangerai tout sauf les os. » Je m'appelle Sam, et ce que je vais vous raconter est une histoire vraie. Il y a une leçon à en tirer, donc soyez très attentifs. Cette histoire s'est passée quand j'étais en primaire. J'ai 23 ans maintenant. Un soir, en rentrant chez nous, mon père a décidé de s'arrêter à la pharmacie pour faire des achats. J'ai choisi de rester dans la voiture qui était garée juste en face. Et bien que mon père ait insisté pour que je l'accompagne, j'ai refusé. Bien sûr, il n'aimait pas l'idée de me laisser seule dans la voiture, mais il a fini par céder et y aller seul. La pharmacie se trouvait dans une rue fréquentée, et beaucoup de gens et de voitures passaient. Je me souviens qu'il y avait une allée étroite et sombre à gauche de la pharmacie, qui semblait très sinistre. Elle menait sûrement à une autre rue, mais je n'y ai pas trop prêté attention au début. Je n'étais dans la voiture que depuis quelques minutes quand, du coin de l'œil,
j'ai remarqué un homme sortant de l'allée. Il avait une pommette, portait un jean et un t-shirt sale, et paraissait avoir la fin de la vingtaine. Je me souviens qu'il m'avait laissé une mauvaise impression, surtout parce qu'il regardait autour de lui d'un air frénétique. Il était suspect. Nos regards se sont croisés, et il s'est mis à avancer lentement vers moi. Et sa façon de marcher n'était pas du tout normale. Il avait le dos voûté, et ses mains étaient cachées dans ses poches. Alors qu'il marchait, il regardait à tour de rôle la pharmacie puis la voiture, encore et encore. Pendant tout ce temps, son regard revenait au mien. Il me fixait. J'ai détourné les yeux, tout en essayant de le garder dans mon champ de vision. Une fois qu'il est arrivé à la voiture, il a essayé de l'ouvrir, mais heureusement, c'était verrouillé. J'avais tellement peur à ce moment-là, mais je ne voulais pas empirer les choses, donc j'ai juste prétendu que rien ne se passait. Il a continué d'essayer d'ouvrir la portière. Je n'avais pas de téléphone à cette époque, mais j'ai quand même fait semblant de chercher quelque chose dans ma poche, avant de me tourner pour faire comme si je venais de le sortir et le coller à mon oreille. J'étais convaincue qu'il essayait de me kidnapper. J'ai jeté un œil par-dessus mon épaule pour voir ce qu'il faisait, alors qu'il continuait d'essayer d'entrer dans la voiture. Il paraissait agité et n'arrêtait pas de regarder la pharmacie d'un air inquiet. Après ce qui m'a semblé être une éternité, il a abandonné et retourné dans l'allée sombre. Sa façon de marcher était tellement sinistre. Une fois bien hors de vue, je me suis dépêchée de sortir de la voiture et d'entrer dans la pharmacie pour rejoindre mon père. Quand je l'ai enfin trouvé, je lui ai tout dit. Il était tellement choqué et en colère. Il a même insisté pour partir à la recherche de l'homme, mais je ne lui ai pas dit où il était parti après l'incident. Je ne voulais pas qu'il arrive quelque chose à mon père. Et ce jour, je n'ai toujours pas oublié son regard sinistre et son horrible démarche. Dieu sait ce qu'il voulait me faire. Que me serait-il arrivé si mon père n'avait pas verrouillé la voiture? Et si l'homme n'avait pas abandonné? Cet événement m'a rendu parano, et jamais je n'attendrai quelqu'un dans une voiture. Je suis reconnaissante à la chance que j'ai eue ce jour-là, et à la présence d'esprit de mon père qui avait verrouillé les portières. Ne faites pas comme moi. Ne restez jamais seul dans une voiture, surtout la nuit. Et si vous n'avez vraiment pas le choix, pensez à bien verrouiller. Cette histoire est arrivée au frère de Thomas, Luc. Luc avait l'habitude de rouler constamment des yeux, comme quelqu'un qui était toujours terrifié. Quand Thomas lui a demandé pourquoi il faisait ça, il a répondu « Les démons n'arrêtent pas de coller leur visage au mien pour me regarder. J'ai besoin d'éviter leur regard. » Cependant, il n'y avait rien devant lui. Il roulait constamment des yeux, même en mangeant. Quand il marchait dans la rue, quand il parlait à quelqu'un, il avait tout le temps le regard fuyant comme si quelqu'un était devant lui. Thomas s'est dit qu'il souffrait clairement d'une maladie mentale et lui a recommandé d'aller voir un psychiatre. Mais Luc s'est entêté à refuser, disant qu'il y avait 10 démons autour de lui. Finalement, toute la famille s'est mise d'accord pour l'interner de force dans un hôpital psychiatrique. Il s'est révolté, s'est débattu pour s'échapper. Mais le docteur lui a administré un calmant et il s'est endormi. C'est suite à cela que l'incident s'est produit. Quelques heures plus tard, il s'est réveillé et s'est tenu les yeux en hurlant qu'il avait croisé le regard d'un démon. Il se roulait par terre de douleur. Puis soudainement, il a sauté sur ses pieds, s'est tâté le corps et le visage et a hurlé d'une voix profonde, monstrueuse, qu'il était enfin entré. Il souriait et ses yeux étaient complètement blancs. Thomas était tellement choqué et abasourdi par ce qui se passait, et les médecins et les infirmières aussi. Luc a continué à parler de sa voix monstrueuse. « Ce corps est à moi maintenant. Ce corps appartient à Satan. Ce corps est maintenant la demeure des démons. » Thomas, hors de lui a crié en retour « Retourne en enfer !» Luc a éclaté de rire et a dit « Quel est le problème, Thomas? L'enfer est un bel endroit. » Ils ont fini par appeler un prêtre qui pratiquait les exorcismes. Le prêtre a dit que Luc était né avec des yeux, qui pouvaient voir les démons, et qu'il avait dû les supporter tout au long de sa vie. Thomas a réalisé combien ça a dû être dur pour lui, et la peine l'a submergé. Le prêtre a attaqué son exorcisme, avec ses yeux couverts d'un ruban noué autour de sa tête. Luc lui hurlait de le regarder dans les yeux, pour qu'il puisse entrer dans son corps saint et commettre des péchés pour insulter Dieu. Lorsque le prêtre l'a aspergé d'eau bénite, il a laissé échapper un hurlement atroce, et de la fumée s'est élevée de lui avec un son de brûlure. Après ce long exorcisme, Luc s'est finalement évanoui, sa tête baissée,
et le prêtre a confirmé qu'aucun démon ne s'approcherait plus de lui. Quand il s'est réveillé, son regard n'était plus fuyant et son attitude est redevenue normale. Cependant, même après tout ça, quand il se promenait parfois dans la rue, il pointait un coin quelque part et disait qu'il y avait un esprit malveillant là. Mais il ne regardait jamais dans cette direction. Quand Thomas jetait un œil, il ne voyait rien du tout. Un jour, il lui a demandé si les démons existaient vraiment dans notre monde. Et Luc lui a répondu que oui, il y en avait plusieurs. Que chaque jour, ils flottent autour des yeux des gens et chuchotent à leurs oreilles. Il lui a dit qu'il y en avait un en face de lui à ce moment même, essayant d'attirer son attention. Il a conclu par « Thomas, si tu vois quelque chose d'étrange en face de toi, ne la regarde jamais. Prétends juste que tu ne l'as pas vue. Tu dois m'en faire la promesse. » Un jour, Austin a demandé à son ami « Brandon, à ton avis, quelle est la plus belle chose au monde ?» Brandon y a réfléchi pendant un moment, puis a répondu « Eh bien, les fleurs, la nature, les femmes ?» Austin a alors dit, le visage inexpressif « La plus belle chose au monde, c'est la vue de quelqu'un en train de mourir. Leurs appels désespérés à l'aide. Personne dans le monde ne possède un cœur aussi désespéré qu'à cet instant. N'est-ce pas magnifique ? Et quand ils font face à leur mort imminente, ils luttent pour leur vie de toute leur volonté. C'est le moment où ils agissent le plus passionnément dans leur vie. S'ils ne font pas face à la mort, ils vont vivre leur vie sans jamais faire l'expérience d'une telle passion. C'est vraiment tragique. C'est pour ça que chaque être humain doit être assassiné. Brandon a été choqué par son regard à la fois glaçant et passionné. Oui, il était bien sincère. Dans une tentative de changer l'atmosphère morbide, Brandon s'est forcé à sourire et a dit « Oh, c'est une réflexion intéressante. Donc ça veut dire que tu veux être assassiné toi aussi ?» Il lui a jeté un regard noir avant de répondre « Non, je dois rester en vie jusqu'à la fin. Je dois tous les tuer. » Puis il a ajouté autre chose. « Brandon, sauvons l'humanité ensemble. Mettons un terme à leur existence sans vie et créons-leur de la passion. Tout comme une fleur qui éclot puis se fane. Et le seul moyen de faire ça, c'est via le meurtre. » Brandon a senti la peur le gagner. Il voulait refuser, mais quand il a vu la folie dans les yeux de son ami, il n'a pas osé le faire. S'il refusait, il allait certainement le tuer. Quelques jours plus tard, Austin lui a montré une vidéo. « Brandon, regarde, un autre chef-d'œuvre vient de naître. » Dans la vidéo, une personne était attachée la tête en bas. En dessous d'elle se trouvait un récipient rempli de liquide, avec une étiquette indiquant « acide chlorhydrique ». La personne hurlait à l'aide. Austin a dit « Regarde bien ses yeux. As-tu déjà vu un regard de désespoir pareil ? Les gens dans notre monde d'aujourd'hui ont des yeux vides, comme si tout les ennuyait. Mais dans la réalité, ils avaient tous des yeux aussi vifs que ceux-là. N'est-ce pas magnifique, n'est-ce pas ?» Il s'exclamait avec une euphorie malsaine dans la voix, comme un triomphe. Brandon tremblait de peur. Il lui a rejoué la vidéo encore et encore, s'en délectant. La personne a fini par tomber dans le conteneur d'acide. Et Austin l'a acclamé en applaudissant. « Ah, c'était parfait », il a dit. Au bout du compte, Brandon a fini par le signaler à la police, et il a été arrêté. Depuis la prison, il lui a envoyé une lettre. « Brandon, à cause de toi, mon plan de sauver l'humanité a été ruiné. Observe bien, ce monde va se transformer en enfer. Tu ressentiras le poids de ton erreur profondément. Tu as aussi le choix de reprendre tes esprits et exécuter mon plan à la place. Comme ça, le monde pourra être sauvé. Tue tous ceux aux yeux vides et ramène la vitalité dans ce monde terne. » Cette histoire nous vient de Cale, et c'est une expérience qui lui est réellement arrivée. Cale est un homme d'affaires basé au Maroc, et au mois de janvier 2022, il a dû partir en voyage d'affaires au Nigeria. Il n'aimait pas tellement voyager, mais il n'avait pas trop le choix, donc il a fait ses valises et il est parti à l'aéroport. Il est arrivé sans problème particulier à destination, et a été escorté jusqu'à une chambre d'hôtel luxueuse. Sur place, on l'a informé que l'hôtel était extrêmement sûr, et qu'il n'avait aucun souci à se faire. Cale n'était pas vraiment intéressé par toutes ces mondanités. Le jour suivant,
Il s'est réveillé tôt pour aller à la société, pour assister à une réunion d'affaires et enfin signer le contrat. La journée s'est passée extrêmement lentement, mais Cale était très heureux lorsqu'elle s'est finalement terminée. Il est retourné à sa chambre d'hôtel et a flashé sa carte pour entrer, en verrouillant la porte derrière lui. Il avait déjà dîné avant de revenir dans sa chambre. Il a donc décidé de prendre une douche rapide. Une fois fini vers 23h, il est allé directement au lit. En pleine nuit, vers 3h du matin, Cale s'est réveillé. Il en a profité pour aller aux toilettes, et ensuite, il est allé à la fontaine à eau pour boire avant de retourner au lit. Au moment où il allait boire une gorgée, son regard est tombé sur la fenêtre, qui avait les rideaux légèrement tirés. Cale a vu une fillette d'environ 6 ans, en vêtements de nuit, se tenant près d'un arbre pas loin de la fenêtre. Elle se tenait là sans bouger en le regardant. Cale a soupiré, a regardé l'heure, 3h10 du matin, et a lancé à la fillette. « Hé petite, c'est dangereux d'être seule dehors la nuit. Retourne dans ta chambre. » Il a fait demi-tour sans attendre, mais l'atmosphère n'était pas normale. Il s'est tourné de nouveau vers la fenêtre, mais cette fois-ci, ce n'était plus une petite fille, mais un petit garçon qui se tenait là. Cale était perplexe. Il a lancé à nouveau, en s'accrochant au cadre de la fenêtre. « Il est bien trop tard pour faire des farces aux gens. Retournez dans votre chambre, les enfants. » Agacé, il a commencé à s'éloigner, mais s'est souvenu qu'il avait laissé la fenêtre ouverte. En se tournant pour la fermer, ses yeux se sont écarquillés. Un hoquet de stupeur lui a échappé, et un frisson l'a parcouru. C'était un chien dehors, cette fois. Cale sentait que la situation n'était pas normale. La chose ne faisait que rester là, regardant l'intérieur de sa chambre. Gagné par la peur, il a claqué la fenêtre, l'a verrouillée et est retourné au lit. Il s'est caché sous les couvertures, tremblant de terreur. Il a essayé de contrôler sa respiration, mais il s'est finalement écroulé de peur. Il s'est réveillé à 8h le lendemain matin et s'est dépêché de s'habiller pour son vol de départ. En marchant vers la porte, quelque chose lui a fait revenir les événements de la veille en mémoire. Il s'était convaincu que ce n'était qu'un rêve, mais ce qu'il avait devant lui l'a laissé sans voix. Sa porte était déverrouillée et ouverte. Son cœur s'est emballé et il a tout de suite vérifié toutes ses affaires. Heureusement, rien n'était manquant. Il se rappelait pourtant avoir bien verrouillé la porte la veille. Qu'est-ce qui avait bien pu se passer? La sécurité de l'hôtel a vérifié tous les enregistrements des caméras, mais rien n'a été trouvé. À ce stade, Cale ne pouvait pas rester à l'hôtel plus longtemps. Il les a donc remerciés et est parti pour l'aéroport. Il est arrivé au Maroc sans autre problème, mais aucun jour ne passe sans qu'il repense à cette étrange histoire. Qu'est-ce qui s'était passé exactement dans cet hôtel luxueux? Cette histoire nous vient de Jim, qui tenait à raconter son expérience paranormale. Quand il avait 6 ou 7 ans, il ne croyait pas aux fantômes, ou à tout ce qui était considéré comme paranormal, à cause de l'influence de sa mère qui lui disait que tout ça n'était que des canulars. Mais tout a changé, lorsqu'ils sont partis en vacances pour la première fois dans la ville natale de sa mère. C'était en province, avec beaucoup de forêts et de champs. Pendant le trajet, quand ils ont pris leur correspondance en bus, il y avait un homme assis derrière leur siège. Il avait l'air d'avoir 50 ou 60 ans et avait une canne avec lui. Quand il s'est assis, Jim lui a jeté un coup d'œil et l'homme lui a souri. Sa mère était endormie à ce moment-là. L'homme lui a donné un bonbon et en enfant qu'il était, Jim l'a pris et l'a mangé. Lorsqu'ils sont arrivés à destination, il a dit au revoir à l'homme et ce dernier lui a de nouveau souri. Cette nuit-là, alors que tout le monde dormait profondément, Jim s'est réveillé à cause d'une douleur au ventre. Il s'est levé pour aller aux toilettes, mais comme elles étaient à l'extérieur de la maison, il se sentait effrayé. Il ne voulait pas réveiller les autres qui dormaient, parce qu'ils étaient tous fatigués du voyage. Il a rassemblé son courage et est finalement allé dans la salle de bain, qui se trouvait à au moins 10 pas de la maison. Ce n'était pas très loin, mais dans la nuit, c'était très flippant et très froid. Une fois aux toilettes, il a vomi quelque chose de vert, la même couleur que le bonbon que l'homme lui avait donné. Une fois terminé, il a tiré la chasse en regardant sur le côté. Choqué, il a vu que quelqu'un était là, le regardant en souriant. Puis la réalisation l'a frappé. C'était l'homme qui était assis derrière eux dans le bus. Il a senti la terreur le submerger quand l'homme l'a appelé par son nom. Et il s'est enfui en courant vers la maison. Il a réveillé sa mère et lui a raconté ce qui s'était passé. Elle a d'abord pensé qu'il avait rêvé, parce qu'au vu de la configuration de la salle de bain, un intrus ne pouvait pas y entrer.
La salle de bain était à l'extrémité de la propriété. Il n'y avait que quelques centimètres de vide de chaque côté. La fenêtre avait été mise là justement pour que personne ne puisse regarder à l'intérieur quand c'était occupé. La mère de Jim est sortie et l'a accompagné à la salle de bain pour le rassurer et lui montrer qu'il n'y avait rien. Puis elle a vu les traces de doigts sur la vitre. Elle a immédiatement appelé le père de Jim pour qu'il fasse un tour des environs. Mais il n'y avait personne. Les chiens n'avaient rien vu non plus. Le lendemain, sa mère était en train de faire le ménage et accrocher des photos. Une photo en particulier a attiré l'attention de Jim, parce que l'homme de la veille, qui était aussi l'homme avec eux dans le bus, était sur cette photo. Il a demandé à sa mère qui était-ce, et il lui a dit que c'était son grand-père qui était mort des années avant sa naissance. Jim ne lui a pas dit qu'il l'avait vu, parce que l'idée le terrorisait. Il n'a jamais vraiment compris ce qui s'était passé ce jour-là, mais il ne l'oubliera jamais. Je vais vous raconter l'histoire de la fois où je suis allée dans un parc avec mes amis, la nuit. Un vendredi soir pendant l'été, j'ai demandé à mes amis de venir chez moi, pour jouer à Just Dance et dormir ensemble. C'était avec mes deux amies, Alyssa et Maya. Elles sont donc venues comme prévu. On est allé dans ma chambre pour y déposer leurs affaires, puis nous sommes redescendus dans le salon pour jouer, comme on le faisait tous les vendredis. Nous avons joué pendant des heures, et sans me vanter, mon score était le plus haut. Mon amie Maya a suggéré que nous allions à une aire de jeu dans le parc à côté de chez moi, pour observer les étoiles. Nous avons mis nos pyjamas bien chauds et confortables, et nous avons prévenu mon père que nous allions au parc. J'ai des tendances paranoïaques, et une de mes plus grandes peurs est le noir. Mes amis le savent très bien, donc elles me réconfortent à chaque fois qu'on se retrouve dans le noir. Nous avons marché vers l'aire de jeu, et j'étais déjà anxieuse à ce stade. Nous sommes arrivés aux balançoires, et nous nous sommes bien amusés, en imitant des enfants demandant à leur mère de les pousser et en riant fort. Puis on s'est calmé pour parler de choses plus sérieuses. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir l'impression que nous étions observés. Je regardais autour, mais il n'y avait ni voiture dans le parking, ni personne avec nous dans l'aire de jeu ou dans les toilettes. Je me suis dit que c'était probablement juste un animal, mais je n'arrivais pas à m'en convaincre. Je sentais ce regard sur nous, et mes instincts voyaient juste à chaque fois. Mes amis ont commencé à remarquer que je devenais nerveuse. Alyssa a donc raconté une blague pour me détendre, tout en parlant de nos bons souvenirs. J'ai commencé à me sentir un peu mieux, et je me suis levée pour aller au toboggan et mettre un peu de musique pour alléger l'ambiance. Nous avons pris quelques photos à poster sur nos réseaux sociaux. J'ai glissé une fois, puis je suis retournée les rejoindre au balançoire. Maya était en train de pousser Alyssa, et j'en ai profité pour regarder les photos de moi sur le téléphone. Du coin de l'œil, j'ai vu quelque chose bouger. Je me suis levée de ma balançoire, et j'ai pu voir une sorte d'ombre sous le toboggan. J'ai rejoint mes amis et je leur ai demandé s'ils voyaient la même chose que moi. Et les deux m'ont répondu de me relaxer, que ce n'était probablement que l'ombre d'une voiture ou quelque chose comme ça. Je savais ce que j'avais vu, et je savais que je ne l'avais pas imaginé. Je leur ai dit « Non, je crois qu'il y a vraiment quelqu'un sous le toboggan, regardez !» Alyssa a pu voir la chose bouger aussi là où j'ai indiqué. Et elle s'est exclamée que j'avais raison, qu'il y avait bel et bien quelque chose sous le toboggan. La chose a commencé à s'approcher de nous, sur 4 pattes, bougeant comme un gros animal. C'était tellement sinistre. Je n'avais jamais vu quelque chose bouger comme ça de toute ma vie. J'ai attrapé nos téléphones qui étaient par terre, et j'ai commencé à sprinter vers ma maison aussi vite que mes jambes me le permettaient. Je me suis tournée pour hurler à mes amis de fuir aussi, mais elles étaient toujours sur les balançoires. Je leur ai demandé ce qu'elles fabriquaient, il fallait fuir tout de suite. Elles ont alors commencé à courir lentement, en se plaignant que j'allais bien trop vite et que je devrais ralentir. J'ai dû leur expliquer que la chose nous suivait peut-être. Il fallait vraiment nous dépêcher. Après être enfin arrivée chez moi, j'ai verrouillé la porte et j'ai couru raconter à mon père ce qu'on avait vu. Alyssa m'a alors dit que quand Maya et elle étaient encore sur les balançoires, elles avaient vu que la chose était en fait un homme, avec une expression triste et la tête penchée. Il semblait assez jeune, peut-être la trentaine, mais il était quand même suspect parce qu'il n'avait rien à faire dans une aire de jeu pour enfants. Mon père a dit que c'était probablement quelqu'un qui a voulu nous faire peur, et de ne pas trop y penser. Nous sommes revenus dans ma chambre, et mes amis n'arrêtaient pas de me dire que ce n'était sûrement rien, mais je n'en suis pas certaine. Je n'ai pas arrêté de penser à toutes les possibilités, et quel genre de pervers ça pouvait être. Ça fait maintenant des mois depuis, et nous n'avons toujours pas résolu le mystère de cet homme à 4 pattes dans le parc. À ce jour, j'évite les parcs de nuit à cause de ça. Je vous suggère de faire la même chose pour votre sécurité.
On ne sait jamais ce qui peut y traîner. Quand Arthur était petit, vers l'âge de 9 ans, il avait l'habitude d'effeuiller le maïs avec ses cousins, ses parents et ses grands-parents. Il restait debout jusqu'à tard le soir à faire ça, dans une grange, avec seulement une seule petite lumière. Donc l'ambiance était parfaite pour se raconter des histoires. Une nuit, le père d'Arthur leur a raconté quelque chose. L'histoire vraie d'une femme qu'il connaissait. Dans le village, il y avait une femme moyennement belle, d'âge moyen, qui avait toujours un bâton avec elle. Elle prétendait qu'elle était la personne la plus courageuse du village, et le criait haut et fort régulièrement, mais les gens l'ignoraient. Une fois cependant, alors qu'elle était encore en train de répéter fièrement à quel point elle était courageuse, un homme s'est avancé et a dit « Tu parles toujours d'à quel point tu es courageuse, mais on ne peut pas en être certain, pas vrai ? Je te mets au défi de faire quelque chose, et si tu es aussi brave que tu le prétends, tu accepteras ce challenge. » La femme, sentant qu'elle n'était pas en position de refuser, a répondu « J'accepte ton défi. Je n'ai même pas besoin de savoir en quoi il consiste pour l'accepter. Je n'ai peur de rien. » L'homme a souri et a répondu « Très bien, je te mets au défi d'aller au cimetière demain soir et de t'asseoir sur une des tombes. Tu devras rester assise là jusqu'à ce que la cloche de l'église sonne minuit. Puis tu pourras revenir. Si tu ne peux pas rester jusqu'à minuit et que tu reviens plus tôt, tout le village saura que tu n'es qu'une menteuse. » La femme n'avait d'autre choix que de faire ce qu'il lui avait demandé. Elle avait accepté le défi après tout. Le jour suivant, elle a attendu la tombée de la nuit. Elle n'a pas eu à attendre longtemps, car l'hiver était bientôt là et les journées étaient courtes. Elle est allée au cimetière et a choisi une tombe sur laquelle s'asseoir. C'était une tombe fraîchement creusée, le sol était donc mou. Elle a planté son bâton dans le sol et s'est assise, attendant nerveusement les coups de minuit. Après de longues heures, la cloche a enfin retenti, la libérant de son défi et du cimetière. Elle a soupiré de soulagement, heureuse que rien de mauvais ne soit arrivé. Il ne lui restait plus qu'à rentrer chez elle. Elle a essayé de se lever, mais a senti quelque chose tirer sa jupe vers le sol. Elle ne voulait pas se retourner pour voir qui était derrière elle. Paniquée comme elle l'était, elle a saisi son bâton et a essayé de se relever. Mais sa jupe a été tirée encore plus fort au sol cette fois-ci. Sentant ses vêtements s'enfoncer de plus en plus profondément dans la terre, elle a appelé à l'aide, criant que les morts étaient en train de l'entraîner dans leur tombe. Mais personne ne l'a entendue. La femme n'est pas rentrée chez elle cette nuit-là. Le lendemain matin, un groupe du village est parti à sa recherche. Ils l'ont trouvée écroulée sur une tombe, morte. Son bâton de marche était enfoncé dans sa jupe, l'empêchant de se relever. Quand elle s'était appuyée dessus pour se lever, il n'avait fait que s'enfoncer plus profondément dans la terre. Elle était morte d'une crise cardiaque, provoquée par la peur. Cette histoire m'est arrivée il y a quelques années, quand je vivais avec ma famille. Nous avions une voisine qui habitait dans une très vieille maison. Chaque jour, je jouais avec mes cousins et mon petit frère dans notre jardin à l'arrière. Et chaque jour, la voisine était là en train d'arroser ses plantes. Elle avait un étang dans son jardin, où les canards qu'elle possédait nageaient joyeusement. Nous la voyions les nourrir de temps en temps quand elle jardinait. Un jour, les canards ont disparu. Nous avons essayé de l'aider à les retrouver, mais sans succès. Il n'y avait aucun animal sauvage dans notre quartier, à l'exception de quelques chats errants. Mais c'était impossible que des chats aient pu manger des canards aussi gros. À peu près à la même période, ma grand-mère me disait qu'il y avait une fille en robe rouge, qui marchait toujours sur le toit de la maison de la voisine, vers 3 heures du matin. Mais il n'y restait qu'1 heure. Je ne l'ai pas cru au début, mais la voisine a continué de subir des incidents étranges. Un jour, alors que je jouais avec mon petit frère, j'ai entendu un cri. J'ai regardé par-dessus notre clôture pour voir ce qui se passait. J'ai été choquée par le spectacle horrible sous mes yeux. Vers l'étang, là où il y avait une pile de bois, se trouvait désormais un tas d'ossements sanglants et de crânes. Mon regard est passé du tas à ma voisine, qui se tenait là paralysée de choc. Quand j'ai regardé à nouveau les ossements, j'ai pu voir qu'il y avait des insectes grouillant dessus un peu partout. Et l'odeur, il y avait une odeur putride répandue par la brise légère. Ça m'a donné envie de vomir instantanément. Heureusement, mon frère était trop petit pour voir par-dessus la clôture. Même s'il voulait voir par lui-même ce qui se passait,
Je ne l'ai pas laissé faire. Je ne voulais pas qu'il finisse traumatisé comme moi. Cette nuit, je n'ai pas pu fermer l'œil. Allongée sur mon lit, les images et l'odeur étaient encore vives dans mon esprit. Je regardais l'heure après un long moment. 2h59 du matin. Juste au moment où c'est passé à 3h, j'ai entendu des objets métalliques se cogner dans le jardin. J'avais une fenêtre qui donnait dessus, donc je me suis levée pour aller regarder d'où ça venait. J'ai été horrifiée de voir une fille, en robe rouge, marcher sur la clôture. Ses cheveux étaient sombres et en désordre. Sa peau était pâle, et de là où je me tenais, je ne pouvais pas voir ses yeux. Je me suis demandé comment elle pouvait marcher sur la clôture comme ça, et c'est là que j'ai vu que ses pieds avaient en fait des sabots. J'étais figée sur place, ne sachant pas comment réagir. Soudainement, elle a laissé échapper un cri atroce et a sauté dans notre jardin, atterrissant à 4 pattes. Et s'est tordu le cou et a regardé directement vers la fenêtre où j'étais. C'est là que je l'ai vue. Ses yeux n'étaient pas là, pas de paupières, rien, juste des orbites sombres et béants. En un éclair, elle a foncé vers ma fenêtre, et quand elle l'a atteinte, elle a frappé la vitre comme pour la briser. J'ai trébuché en m'éloignant de la fenêtre, submergée par la peur. J'ai hurlé, mais personne n'a semblé m'entendre. Elle a continué à gratter et à frapper à la fenêtre, son horrible hurlement perçant ne s'arrêtant pas. Je ne pouvais pas bouger, mais je pouvais désormais voir, de là où j'étais, que les trous vides de ses yeux étaient en fait remplis d'un liquide noir épais, et que des insectes y grouillaient, entrant et sortant de là. La rencontre entière n'a semblé durer que quelques minutes, mais quand elle a disparu et que j'ai pu de nouveau bouger, j'ai vu qu'il était 4h du matin. J'ai été paralysée de terreur pendant 1 heure entière. Elle avait disparu à 4h pile, exactement comme ma grand-mère l'avait dit. À ce stade, je tremblais tellement que c'en était presque douloureux. J'ai essayé de me rendormir, mais impossible. Je n'oublierai jamais cette nuit-là, surtout son visage. Je me souviendrai de cette scène abominable jusqu'à mon dernier souffle. Cette histoire m'a été racontée par ma grand-mère. Elle s'est passée quand elle avait 20 ans. Elle en a 80 maintenant, mais sa peau est toujours très belle. À chaque fois que je la complimentais sur sa peau, elle m'a raconté cette histoire glaçante. Je vais vous la raconter avec ses propres mots. Quand j'avais la vingtaine, je travaillais comme bonne dans le grand manoir d'une famille très riche. Il y avait un total de 5 bonnes, et j'étais la plus jeune quand j'ai commencé à travailler. J'ai rapidement remarqué que toutes les autres filles avaient une peau pâle et semblaient malades. Au début, je n'en ai pas pensé grand-chose. Mais alors que le temps passait, les choses sont devenues très étranges. Les bonnes s'effondraient l'une après l'autre chaque jour, et je sentais que quelque chose leur arrivait, mais ne voulait pas me dire quoi. Puis un jour, la maîtresse de maison m'a demandé de la rejoindre dans la salle de bain. Quand je suis entrée, j'ai failli tomber à la renverse sous le choc. Elle se baignait dans une baignoire remplie d'un liquide rouge. Je sens même aujourd'hui l'odeur métallique du sang que j'avais senti à ce moment-là. La maîtresse m'a dit « Veux-tu que je te révèle le secret de ma beauté ?» Elle avait la 50aine à ce moment-là, mais son visage paraissait incroyablement jeune. Elle m'a demandé de me rapprocher, et depuis la baignoire, elle a sorti une seringue et l'a enfoncée dans mon bras, prélevant du sang. J'ai essayé de résister, mais j'avais trop peur pour bouger. Elle a pris mon sang et se l'a aspergé sur le corps, tout en s'exclamant « Ah, c'est tellement rafraîchissant !» Puis elle m'a regardé dans les yeux et a dit « Je vais doubler ton salaire ce mois-ci. Viens à nouveau dans la salle de bain la semaine prochaine. » Je n'arrivais pas à répondre avec l'hésitation. Elle a alors mis la seringue au niveau de mon cou en disant « Devrais-je tout prendre aujourd'hui plutôt ?» Je n'avais pas d'autre choix que d'accepter. Je voulais m'enfuir, mais je ne voulais pas passer à côté de la somme qu'elle m'offrait. À l'époque, ma famille était très pauvre, et jamais je n'aurais pu gagner autant d'argent ailleurs. Finalement, j'ai continué à lui donner régulièrement mon sang. Elle me disait que beaucoup de riches prenaient des bains de sang, qu'elle n'était pas la seule à le faire. Mais un jour, elle a été retrouvée morte dans sa baignoire. La police est arrivée après les cris des bonnes, et quand ils ont vu son corps était bleu. Et ils ont découvert qu'il n'y avait plus une seule goutte de sang dans tout son corps. Il y avait des douzaines de trous un peu partout sur sa peau, et ils ont supposé que quelqu'un l'avait vidé de son sang en une fois. Étrangement, la police n'a jamais trouvé le coupable.
Aucune preuve ou indice n'a été trouvé. Et bien sûr, toutes les bonnes avaient des alibis. L'affaire de son meurtre a été classée non résolue. Et à ce jour, le coupable est toujours inconnu. Mais vous savez, moi j'ai la réponse. J'ai été la dernière personne qu'elle avait appelée dans la salle de bain avant de mourir.